Madame, monsieur, bienvenue dans C'est un monde. Ce matin, la générosité est à l'honneur. Et oui, en ce week-end spécial Téléthon, on a voulu s'intéresser aux émissions caritatives diffusées chez nos voisins, proches ou lointains d'ailleurs. Alors, en quoi consiste-t-elle? Quelle est leur durée, par exemple? Est-ce qu'il s'agit à chaque fois d'un marathon? À combien s'élèvent les cagnottes en moyenne? À quelles sont destinées? Quelles sont les causes défendues? Bref. Vous l'avez compris, le Téléthon ailleurs dans le monde, ça donne quoi? C'est ce que nous avons demandé à 4 des correspondants de la rédaction de France 2. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos interlocuteurs d'un jour. Loïc Delamordé qui nous attend à Londres. Jennifer Knock que l'on retrouvera à Moscou. Claude Deschênes, notre correspondant à Montréal. Et enfin Valérie Lerouge qui nous donne rendez-vous à Bruxelles. Tout de suite, on va s'envoler pour Londres. Et vous allez voir que le Téléthon britannique est assez éloigné du nôtre. Chez nos voisins, rien de tel que l'humour avec un grand H et quelques accessoires pour aborder les sujets les plus graves. La preuve avec vous, Loïc. Ça vous va bien. Vous avez sorti un argument de poids. Alors, on connaît bien ça ici aussi, mais en principe, c'est réservé aux clowns. Et chez vous, qui le porte, quand et pourquoi? Bonjour, Loïc. Eh bien, bonjour William. Eh bien, ici, tout le monde porte ce nez de clown. En fait, au mois de mars, ça s'appelle littéralement le Red Nose Day, hein, le jour du nez rouge. Et c'est effectivement l'occasion d'un téléthon britannique qui s'appelle le Comic Relief, littéralement le soulagement par le rire. Alors, vous l'avez compris, la petite différence, c'est qu'ici au Royaume-Uni, il n'y a pas un téléthon, mais il y en a plusieurs, de plusieurs types différents, sur les maladies, mais aussi sur la pauvreté d'une manière un petit peu plus générale. Plusieurs télétons, mais qui ont tous un dénominateur commun, qui est donc le rire, l'humour britannique, qui est quand même une légende ici. Et vous allez voir qu'en la matière, eh bien, les Britanniques mettent carrément le paquet de grands sketchs avec de grandes stars, de gros moyens pour faire rire de sujets compliqués, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Laura Calmus et Nick Bousby. C'est en se servant d'une arme bien connue que les Anglais ont réussi à ouvrir le cœur de leur population. Faire rire, une stratégie marketing pour la bonne cause et qui marche. Au mois de mars, Comic Relief est le rendez-vous à ne pas manquer. Le principe, faire jouer les plus grandes célébrités dans des sketchs hilarants aux gros moyens de production. Au sommaire, un David Beckham efféminé qui s'effondre avec son copain devant un film romantique. Tom et Jerry dans une collecte d'argent effrénée. Mr Bean qui saccage un enterrement. Ou encore l'ancien Premier ministre Tony Blair harcelé par une stagiaire. I bought you some biscuits. Dans cette vidéo, Hélène est à la recherche de l'âme sœur et après quelques rencontres malencontreuses, elle tombe sur Internet sur un homme charmant. Dans son appartement modeste, Hélène sort le grand jeu, chips et jus de fruits pour recevoir... Daniel, normal straw or crazy straw? Crazy. Celui qui n'est autre que Daniel Craig, la star de James Bond. I was hoping for someone slightly better looking. She doesn't know what I do, but she knows who I am. Elaine, do we have any Daddy's sauce? In the fridge next to your Nuki Brown. Thank you, my lovely. Des figures mondialement connues comme ici l'astrophysicien Stephen Hawking, pris pour un idiot par une bonne sœur et son aide-soignant. Hello there. I'm not deaf. Astounding to think the Lord created all this in just 7 days. Incorrect. It took 13.8 billion years. Exaspéré, le professeur va finir par montrer que ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on n'est pas un être supérieur. Et selon cette consultante en communication, le rire est LA
recette miracle. Les sujets abordés sont parfois sensibles, voire même tabous. L'humour va bousculer les mœurs, permettre aux gens de parler plus librement de problèmes délicats. Et la tendance se généralise. Comic Relief a donné le ton et toutes les autres œuvres caritatives ont suivi l'exemple. La célèbre top modèle Cara Delevingne s'en donne à cœur joie dans ce clip pour la recherche contre le cancer des testicules. Once a month, you need to cup them, really grab them and give them a good squeeze, you know, give them a proper inspection. This isn't about boobs, it's about balls. What? Balls? Little problem. We don't have any balls, so... Alors que l'on aime ou non l'humour british, ça marche. En 2014, les Anglais ont donné 15 milliards d'euros à des œuvres caritatives et seraient donc les plus généreux d'Europe. Avant de revenir sur cette générosité dont vous venez de parler, franchement, je dois vous dire, on a des leçons à prendre sur le plan de l'humour et de la participation de grands stars. Bon, on revient sur la générosité qui est propre aux Britanniques. Elle est culturelle ou, je sais pas, il y a d'autres raisons? Alors, elle est culturelle, c'est vrai, William, parce que vous l'avez vu, effectivement, le Royaume-Uni et l'Irlande sont parmi les pays les plus généreux au monde. Ils sont chaque année dans le top 5 ou dans le top 10 des pays les plus généreux de la planète. Et en tout cas, ce sont les tout premiers d'Europe, bien devant la France. Mais il y a une raison, vous avez raison, un petit peu plus politique à cela, c'est que ici au Royaume-Uni, vous le savez, il y a de plus en plus de coupes budgétaires, de moins d'associations subventionnées, de moins en moins de services publics. Et David Cameron, le Premier ministre ici, on a même fait un projet de société, il appelle ça la Big Society, c'est entre guillemets transférer cette générosité, transférer ces services publics tout simplement sur les gens, sur les contribuables, sur leur bonne volonté et donc faire participer le public à ces associations et un peu à ces services publics plutôt que par l'État. Donc vous voyez, c'est un petit peu intéressé et c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est ce secteur associatif, caritatif qui prend en charge beaucoup de choses qui en France par exemple seraient parfois un peu plus prises en charge tout simplement par l'État. Alors Loïc, on le voit derrière vous, il y a beaucoup de charity shops, ça s'appelle comme ça. De quoi s'agit-il? Alors ça oui, c'est quelque chose de tout à fait britannique, de typiquement même londonien. Il y en a absolument à tous les coins de rue ici. Les charity shops, littéralement des magasins de charité. Donc vous en voyez un juste derrière moi d'une grande organisation caritative. Eh bien, c'est un système qui permet de rentabiliser justement la charité. Plutôt que d'aller juste déposer par exemple des vêtements à une collecte du coin sans forcément qu'il y ait de retour, si j'ose dire, sur investissement, il y a ici des tas de magasins comme celui-là qui accueillent vos dons, mais qui vont les revendre et les gens viennent vraiment faire leurs courses ici. Il y a même des sites en ligne, donc si vous voulez par exemple acheter une nouvelle robe ou un DVD, plutôt que d'aller dans un magasin classique, vous pouvez venir là, vous pouvez trouver les produits sur Internet. Ce sont des produits à l'origine qui ont été donnés par des bénévoles ou tout simplement par des gens. Et résultat, l'argent va ensuite être réinvesti tout simplement pour des œuvres caritatives. Et ça, c'est ce qui montre aussi la grande force et les grands moyens financiers des organisations caritatives ici. Merci beaucoup Loïc. À très bientôt et si on ne se revoit pas d'ici là, bon week-end. Le voyage continue maintenant tout de suite direction la Russie. Alors là-bas, on est très loin des grandes opérations médiatiques comme le Téléthon par exemple ou celle que nous venons de voir. Quand il s'agit de récolter des fonds, il faut faire appel au système D. Jennifer, comment on fait pour soutenir ou défendre une grande cause chez vous? Bonjour. Bonjour William. Et oui, ici en Russie, la solidarité n'est pas une priorité nationale. D'après une étude récente, la Russie se situerait même au 126e rang mondial pour la philanthropie. Alors cela ne veut pas dire que les Russes n'ont pas de cœur, non, cela veut dire que souvent ils ont recours au système D. Les Russes s'entraident en famille, entre amis, entre voisins, dans les quartiers. Et cela passe souvent par des petites annonces dans les journaux ou encore mieux par les réseaux sociaux. Car il existe de très belles histoires caritatives sur Internet comme celle que nous allons vous raconter. Celle de Fedia, 1 an et demi. Ce petit garçon était à l'orphelinat, très malade, quasiment mourant. Regardez sa métamorphose. Un reportage avec Alexandra Dalsbeck, Pavel Sergeyev et Volodya Sidorov. Il était une fois un petit garçon sauvé par les réseaux sociaux. Fedia, 18 mois, était tellement malade que ses parents l'ont abandonné. Mais une bonne fée, alertée par Facebook, s'est un jour penchée sur son berceau. Tatiana Kononova a décidé de l'adopter. Fedia, ne pleure pas. À 37 ans, Tatiana est déjà mère d'un adolescent de 13 ans. Jamais elle n'aurait pensé s'occuper à nouveau d'un bébé. Mais l'histoire de Fedia l'a bouleversée.
Dis donc, on est sérieux aujourd'hui? Fedia souffre d'une maladie congénitale rare, le syndrome de Treacher-Collins, une malformation du crâne. Son handicap n'est pas intellectuel, mais seulement physique. Il entend peu, respire mal et ne peut pas s'alimenter seul. Depuis 2 mois et son arrivée dans la famille de Tatiana, Fedia a fait de très gros progrès. Le petit garçon interagit et sourit. Fedia a même appris à s'asseoir tout seul. Il est devenu très actif, alors qu'au début, il ne faisait rien. Il n'avait aucun désir. Tu le posais sur un côté, il restait sur le côté. Si tu lui donnais un jouet et qu'il n'arrivait pas à l'atteindre, il n'essayait même pas de l'attraper. Ces progrès spectaculaires, Lida Moniava, elle aussi, en témoigne. Directrice d'une association pour les enfants malades, c'est elle qui a découvert l'existence de Fedia et posté les premiers appels à l'aide sur Facebook. À l'époque, le petit garçon était très mal en point. Quand on l'a vu pour la première fois, Fedia était à l'orphelinat, couché et attaché sur son lit. Les médecins justifiaient ça en disant qu'il était nourri par une sonde et qu'on ne pouvait pas le détacher. On a fait un appel sur Facebook et Tatiana a répondu. Elle lui a offert un cadeau. Le jour même, elle a dit qu'elle était prête à l'emmener chez elle. On a cru que c'était pas sérieux, mais quelques mois plus tard, elle le faisait. C'est aussi sur les réseaux sociaux que Tatiana a pu rencontrer Yulia Averianova. Cette jeune femme, chirurgien, suit de très près le traitement de Fedia. Et il y a quelques semaines, le petit garçon a subi une très lourde opération en Israël. Fedia n'avait pas de voie nasale et c'est pour cela qu'on l'a opéré en Israël. Maintenant, il va falloir lui agrandir la mâchoire inférieure. Après, il pourra respirer tout seul sans avoir besoin de tube. Et pour réaliser cette opération, encore une fois, les donateurs ont pu participer par Facebook. En 24 heures, plus de 14 000 € ont été récoltés. Donc on l'a bien compris, Jennifer, chez vous, la solidarité passe beaucoup par les réseaux sociaux. Alors, comment vous expliquez que ce système fonctionne aussi bien ? Écoutez, si les réseaux sociaux sont aussi populaires ici en Russie, c'est pour 2 raisons. D'abord parce que les Russes préfèrent aider directement un enfant malade comme Fedia plutôt que de passer par de grandes associations ou de soutenir de grandes causes nationales. Ils ont l'impression que leur argent est mieux utilisé, que c'est plus concret et plus efficace. Et la deuxième raison, bien c'est la maman de Fedia qui nous l'a expliqué. Vous le savez, la Russie est un très grand pays et pour certaines maladies très pointues, il est difficile de trouver des spécialistes. Internet est donc un outil fantastique car de Novosibirsk à Vladivostok, vous pouvez contacter tout le monde. C'est d'ailleurs exactement ce que Tatiana est en train de faire en ce moment même, car elle cherche à nourrir Fedia autrement que par une sonde et elle pose donc toutes ces questions sur les réseaux sociaux. Dites-moi, vous pensez qu'une grande opération comme le Téléthon, ça marcherait en Russie? Est-ce que ça serait aussi populaire que chez nous? Alors là, je vous réponds très franchement non, pour 3 raisons. D'abord parce qu'on l'a dit, les Russes sont très méfiants vis-à-vis des organisations caritatives, un peu réticents à donner de l'argent. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de scandales. Ils sont aussi très prudents vis-à-vis de la recherche et notamment de la recherche sur les cellules souches. Et oui, nous sommes dans un pays très conservateur. Et puis la 3e raison, c'est qu'il y a toujours un rapport un peu tabou, un peu problématique à la maladie et au handicap. C'est un héritage de l'Union soviétique et donc il paraît très peu probable qu'on consacre une longue période à des heures de grande écoute à la télévision pour parler de ces pathologies. C'est difficile à imaginer. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer. À plus tard. Vous voyez, les choses sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Petite pause dans l'Hexagone maintenant. Le Téléthon, ça se passe aussi, vous l'avez vu depuis 2-3 ans, ça se passe aussi sur le net et avec notre spécialiste en la matière, Julia Duweb, s'il vous plaît, la cousine de Laura Duweb. Vous allez voir que de nombreuses initiatives ont été créées sur la grande toile. Alors, Laura, précisément, étant sur le plateau du Téléthon. C'est vous, Julia, qui vous y collez ce matin. Bonjour. Bonjour, exactement. Alors, pour commencer, on s'y prend comment pour faire un don via Internet? C'est très simple. On démarre avec le site officiel, évidemment. Le paiement en ligne est simplissime. Pour ceux qui hésitent encore,
totalement sécurisé, je le rappelle. Donc promenez-vous sur le site pour comprendre l'action du Téléthon et voir concrètement où va votre argent. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez énormément de choses sur Internet pour le Téléthon et dans tous les domaines. Vous avez le domaine des enchères. Vous avez le site Drouot qui propose des ventes en ligne, qui propose une vente uniquement réservée au Téléthon. Les artistes qui participent aux 30 heures du Téléthon se mobilisent pour faire grimper les enchères, pour faire grimper le compteur. Ils proposent des objets personnels que vous pouvez acheter. Mais il y a aussi, William, des œuvres d'art contemporain qui sont proposées à la vente. À vous de faire monter les enchères. L'argent, évidemment, l'intégralité est reversée au Téléthon. Le parrain cette année, c'est Marc Lavoine, qui propose pour cette nouvelle édition un de ses titres, Dis-moi que l'amour, en duo avec la chanteuse Bambou, que vous pouvez acheter sur le site de iTunes. Je profite de l'occasion pour vous dire que iTunes ne prend pas de commission exceptionnellement sur l'achat de ce tube, donc tout est intégralement reversé au Téléthon. Vous avez énormément de choses dont vous allez entendre parler toute la journée grâce à Laura. Merci beaucoup, Julia. Allez, on zappe sur les chaînes québécoises maintenant. Et là-bas, vous allez voir que tous les médias s'unissent pour une seule et même cause. Une seule, aider les familles en difficulté. Bonjour Claude. Alors avant toute chose, rendons à César ce qui lui appartient. On vous doit, bien sûr, entre autres, Céline Dion. Et pour ça, et rien que pour ça, on ne vous remerciera jamais assez. Mais il paraît qu'on vous doit aussi le Téléthon. Ah bon? Alors ça vient vraiment de chez vous Et oui, William, le Téléthon, c'est un concept qui est né à Trois-Rivières. La première levée de fonds télévisée en Amérique a eu lieu à CKTM en 1959. L'objectif du Noël du pauvre était d'aider les familles démunies de la région à la veille de Noël. L'événement existe toujours et il a fait des petits, comme la Guignolée des médias, qui partagent le même objectif. Début décembre, les médias du Québec organisent un grand blitz de cueillette de denrées et d'argent. Ce jour-là, les vedettes des médias, comme Marc-André Masson, animateur de l'émission du matin du Réseau de l'information, sollicitent la générosité du public. C'est vis-à-vis du réseau TVA, Gino Chouinard et Pierre Bruno font de même. Et ce scénario se répète à la grandeur de la province. On est incontournable cette journée-là. Tout le monde va parler de pauvreté, de gens qui ont besoin d'aide. Et qu'on écoute une station musicale, qu'on regarde une chaîne d'information continue ou une chaîne de télévision générale, on va tous être sur ces sujets-là. La guignolée, c'est plus que faire la manche pour le comédien Vincent Gratton, qui agit comme porte-parole de l'événement. La guignolée, c'est quelque chose de festif. C'est dans nos gènes, dans nos traditions. Nos grands-parents faisaient ça. Quelqu'un a faim, « Hey, viens à ma table ». Tu comprends? Il y avait ça, quelque chose de rassembleur. Mon rôle, c'est aussi ça, mais mon rôle, c'est aussi de dire, est-ce que nous faisons le max? Sans l'investissement humain de tous ces milliers de bénévoles qui travaillent dans le domaine communautaire au Québec et à travers le monde, dans toute la francophonie, sans ces gens-là, tout pèterait. Tout pèterait. Animatrice d'une émission axée sur les vertus de la bonne alimentation, Joanne Despins est aussi porte-parole de la grande guignolée des médias. Ça n'a aucun bon sens qu'il y ait 30 % par exemple des enfants sur l'île de Montréal qui ne mangent pas à leur faim. Il y a 146 000 personnes à Montréal seulement qui ont recours à l'aide alimentaire. Tommy Kulchik travaille depuis 33 ans à Jeunesse au Soleil, un des organismes bénéficiaires de la grande guignolée. Plus de 2000 familles utilisent ses services à chaque mois et décembre est le plus critique. C'est une période où il y a moins de lumière, moins de chaleur, où le taux de dépression est trop élevé. Le taux de suicide est plus élevé. Alors, s'il y a un moment durant l'année, on doit être présent pour les gens qui passent à travers une situation de crise, c'est maintenant. Devant l'ampleur des besoins, vraiment tous les types de dons sont bienvenus. C'est sûr que ça peut aller des couches jetables jusqu'aux légumineuses en conserve. Beaucoup de gens vont donner ce qui traîne dans leur garde-manger qu'ils n'ont pas donné. Tout est intéressant, mais je pense qu'il y a aussi la notion de plaisir, il y a la notion de gâterie où on peut donner très bien autant du chocolat qu'une poche de riz. C'est une période de l'année où les gens ont le cœur sur la main. C'est une période de l'année, comme j'ai dit, où on veut juste dire aux gens, vous faites partie à part entière de la société. Vous vous posez des questions tout au long de l'année, ça va pas bien, mais vous avez le droit de passer un beau Noël, un moment de réjouissance où vous allez avoir de la nourriture sur la table. L'an dernier, la grande guignolée des médias a permis de distribuer au-delà de 3000 paniers d'épicerie et d'amasser 2,5 millions de dollars pour un grand total de 30 millions en 14 ans.
William, les gens qui nous écoutent au Canada peuvent continuer d'être généreux pour la Guignolée 2015, puisqu'il y a des points de collecte à travers le Québec jusqu'au 24 décembre. D'accord, le message est passé. Merci Claude, à bientôt. Retour en France maintenant avec Anissa Arfaoui. On va s'intéresser à la place du caritatif, puisque c'est le sujet du jour, dans la télévision française. Bonjour Anissa. Bonjour. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on entend? Tout simplement par caritatif. Alors effectivement, c'est important de le définir pour bien comprendre, en tout cas quand on parle de télévision caritative, ce qu'on entend. Le terme caritatif se dit d'une organisation dont les missions sont de venir en aide matérielle ou morale à des personnes qui en ont besoin. Donc à partir de là, la télévision caritative, finalement, en fait, on en a toujours eu. Sur toutes les chaînes et depuis toujours, la télévision a fait du caritatif parce que vous avez toujours eu des émissions qui invitaient les téléspectateurs ou qui ont invité des personnalités à jouer ou à agir en faveur d'une association, d'une organisation qui venait en aide aux personnes en difficulté. Si on remonte un peu, ces programmes ont vu le jour, à quelle époque? Les programmes caritatifs, ouais. En France, on peut monter aux années 60-70, des émissions où vous étiez invité à participer, à jouer pour une association. Si je vous donne des exemples peut-être un petit peu plus récents, on peut parler de Que le meilleur gagne, diffusé sur notre chaîne France 2. Vous avez des personnalités qui jouent pour gagner de l'argent en faveur d'une association. Voilà. Maintenant, en ce sens, on va dire que la télévision se met au service du caritatif. Maintenant, et dans certains cas très précis, la télévision ne fait pas que se mettre au service du caritatif, mais se substitue littéralement au caritatif. C'est bien évidemment et essentiellement le cas pour deux émissions phares du paysage audiovisuel, le SIDAction et le Téléthon, qui ne font plus qu'un avec la cause caritative. D'accord. Qui est à l'origine du Téléthon Alors, à l'origine du Téléthon, en fait, on a deux choses à évoquer. La première, c'est la véritable idée d'origine qui est américaine. Le premier Téléthon de toute l'histoire du Téléthon est né aux États-Unis en mars 1954. Ça remonte un petit peu. Et c'était la première fois que vous aviez 22 heures d'émissions consécutives pour récolter de l'argent en faveur d'une association qui défendait, qui aidait les victimes de myopathie. Ensuite, 54. En 1954, absolument. Et en fait, c'était des initiatives locales à cette époque-là, aux États-Unis. C'était des chaînes locales. Et la myopathie était donc déjà définie, isolée. On savait ce que c'était. Absolument. Isolée, définie et du coup défendue. Et à partir de là, on va dire que l'initiative est devenue nationale en 1966, puisque vous aviez eu donc depuis 1954 plusieurs initiatives qui cartonnaient. Et là, en 1966, à l'initiative de monsieur Jerry Lewis, le comédien, alors est né le gigantesque Téléthon national. Et là, ça nous amène donc à la deuxième naissance qui nous intéresse un petit peu plus, qui est du coup la naissance du Téléthon en France. Et là, on la doit à monsieur Bernard Barato. C'est né en 1987 chez nous. Il se trouve que ses enfants étaient atteints de myopathie. C'était le président. Absolument. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en 1986, il a pris sa famille sous le bras. Il est parti aux États-Unis pour étudier le Téléthon américain. Et à son retour, il est venu toquer à la porte des directeurs d'Antenne 2, qui est donc le nom ancestral de France 2, pour leur parler de ce projet et de l'adapter en France. C'était le premier président de l'Association française contre les myopathies. Absolument. D'accord. Bon, alors maintenant, on peut faire le bilan depuis cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire que les Français sont généreux? Oui. Ah bah oui, alors évidemment, ce qu'on note effectivement, c'est que les Français sont très généreux. Et en plus, et surtout, c'est qu'ils sont très, très concernés par la recherche et le développement de la recherche. Ça n'a jamais été démenti. D'autant que, bon, cela n'a pas semblé être la recherche, et en tout cas le développement de la recherche, un chantier prioritaire de l'État, puisque c'est un chantier qui a vécu, en tout cas le domaine de la recherche a subi de nombreuses diminutions de budget. Même si, précisons-le, cela s'inscrit dans un contexte général de diminution des crédits d'État alloués. Voilà. Néanmoins, ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'il y a un geste fort de l'État pour pousser les Français à participer, à se sentir intéressés par la recherche et faire des dons. Ce sont bien évidemment les déductions d'impôts. Voilà, c'est important de le signaler et nous pouvons en plus le rappeler aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut dire également quand on interroge l'AFM, c'est qu'à ce jour, et c'est important que les Français en soient conscients, c'est que quand les choses évoluent, ils savent que c'est grâce à eux. C'est une note assez positive et rappelons-la encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Anissa. Allez, dernière étape du jour, cap sur la Belgique. Là-bas, figurez-vous qu'il n'y a pas une seule grande émission caritative, ni deux, ni trois d'ailleurs. Nos voisins, ils en ont 4. Valérie, il y a de quoi s'y perdre. Comment expliquer cette multiplication des opérations caritatives en Belgique? Bonjour.
Bonjour William, d'abord parce que ça fait partie de la tradition et de l'histoire même de l'audiovisuel belge. Le premier Téléthon, il s'appelle toujours Cap 48, a été créé en 1957, lancé par un animateur de la radio publique pour les plus démunis, et puis il a été réorienté au fil des années pour les personnes handicapées. Et il a fait des émules en 50 ans. Et puis deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas une Belgique, vous le savez, mais au moins deux, avec la Flandre où l'on parle flamand, la Wallonie où l'on parle français, et chaque région a son Téléthon, ses Télétons même, et j'ai fait le test. Les Flamands ne connaissent absolument pas les opérations qui se passent en Wallonie, et réciproquement. Alors pour essayer de réconcilier tout le monde, avec Loïc Verheyen et Fred Fornemont, nous avons dressé le panorama de ce qui se fait ici en Belgique. Malgré la fraîcheur matinale, ces Belges ont sorti leurs bottines pour parcourir la campagne de Liège. 20 km de marche pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie. On marche au profit du Télévis, et ça c'est très important de pouvoir un petit peu consacrer quelques heures aux autres. Je crois que c'est quelque chose de bien. En Belgique, chaque chaîne de télévision sponsorise une bonne cause. Le Télévis, c'est l'opération du groupe RTL Belgique. Elle est ancrée dans le cœur de la population depuis près de 30 ans. Toute l'année, des centaines de bénévoles mènent des actions de terrain pour récolter des fonds. Stéphanie organise sa marche de soutien depuis 12 ans. Dans mes proches, j'ai eu des personnes atteintes de la leucémie et j'ai toujours vu le Télévis depuis que je suis petite. Je me suis toujours dit, je vais faire quelque chose pour le Télévis, et c'est comme ça qu'est née l'association. Une fois encore, Stéphanie a récolté près de 3 000 €. Et des actions comme celle-là, il y en a environ 70 chaque mois. Elles viennent remplir la moitié de la cagnotte avant même le début de la grande soirée Télévis en avril. Au sud du pays, la RTBF, la télé publique francophone, organise aussi sa propre opération, Cap 48, au profit des personnes handicapées. Côté flamand, le service public se mobilise pour la recherche contre le cancer, alors que la chaîne de télé privée récolte des dons pour les jeunes en difficulté. 4 marathons, 4 causes, pas facile de choisir. On a fait le test auprès des francophones. 2 urnes, mais un seul euro symbolique par personne. Que vont-ils faire? Si j'avais 2 €, j'aurais mis à chaque côté. Vous n'avez pas 2 pièces de 50 centimes par hasard? Le choix est déchirant, mais au final... Mais parce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont handicapées, donc je suis plus sensible à ce problème-là. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les radios belges organisent aussi des marathons caritatifs. Le dernier né, Viva for Life, l'opération de la radio publique francophone. 3 animateurs enfermés dans un studio transparent pendant 6 jours et 6 nuits, sans dormir ni manger, ou presque. Ma bouche commence à avoir envie de mâcher quelque chose. Alors... Dès la 2e édition, l'opération a récolté plus de 2 millions € au profit des enfants défavorisés. Paris gagné pour cette marathonienne. C'est vrai qu'on se dit, oulala, 2 opérations de solidarité pour la RTBF, et en plus au même moment, c'est-à-dire en automne-hiver, est-ce que c'est pas trop? Et là, on l'a vu pendant les 2 éditions que c'était vraiment pas trop. Je pense que le Belge est généreux. En Belgique, quand c'est pour une bonne cause, tout le monde s'y met. Chanteurs, acteurs, sportifs et même le Premier ministre. On doit tous être mobilisés dans la lutte contre le cancer. Une mobilisation générale qui a permis de récolter plus de 20 millions €, toutes causes confondues, c'est-à-dire 2 € par habitant du royaume. Ah oui, bon, enfin ça, on n'a pas ça chez nous, enfin pas tout à fait. On a vu dans le reportage là, le Premier ministre qui participe aussi à ce programme-là, bon, c'est tout à fait respectable. Est-ce que votre Téléthon n'est pas devenu le passage quasi obligé si on veut avoir une bonne image dans le pays? C'est vrai que ces opérations sont très populaires, et puis vous l'avez vu, ça se passe tout au long de l'année, c'est vraiment ancré dans le quotidien des Belges. Alors il est de bon ton d'y participer. La famille royale n'est pas en reste d'ailleurs, puisque le prince Laurent, le frère du roi Philippe, a participé encore le mois dernier au rallye automobile de Télévis. Bon, alors est-ce que tous ces télétons permettent de récolter plus d'argent, ou en fait un peu moins, mais pour plus d'associations? Non, alors j'ai regardé, les nouvelles opérations qui se sont créées ne se font pas au détriment des autres, et visiblement le Belge est plus généreux que le Français. J'ai compté 2 €
par habitant belge en moyenne sur les différentes opérations, contre 1,50 € par habitant français si on cumule le Téléthon et le site d'action par exemple. Et ce n'est pas la fiscalité qui fait la différence, au contraire, puisque vous savez qu'on peut déduire les dons de ces impôts sur le revenu en France comme en Belgique, mais en Belgique c'est 45% de déduction à partir de 40 € de dons. En France, il faut le rappeler pour ce week-end, c'est 66% de déduction à partir du premier euro. Ah, d'accord. Merci Valérie. À bientôt et bienvenue à C'est un monde. Donc on se reverra. À très bientôt. Madame, monsieur, on rend l'antenne maintenant à nos petits camarades qui sont en direct pour le Téléthon. Merci à nos 4 correspondants pour ce tour du monde des émissions caritatives. Samedi prochain, autre thème. À l'occasion de l'élection de Miss France et Miss Monde, on s'intéressera au concours de beauté à l'étranger. Alors ils sont très nombreux, très prisés et très différents. C'est ce que nous verrons en Espagne, en Russie, très spécial, en Inde, puis en Belgique de nouveau. Alors vous préparez à découvrir des Miss plutôt, comment pourrais-je dire, insolites, voilà.